Bonjour. Aujourd'hui, on explore l'origine d'un terme qu'on entend partout, le fascisme. Et c'est assez étonnant, ça vient d'un objet, le fascio, le faisceau en italien. Oui, c'est ça. Et ce faisceau, un paquet de tiges avec une hache au milieu, c'était un symbole très ancien. Romantique, les licteurs le portaient. Ça représentait l'autorité, le pouvoir de punir. D'accord, mais alors, la Révolution française l'a aussi utilisé. Oui, mais dans un sens différent. Là, c'était plutôt le symbole de l'unité du peuple, la force collective. Assez ironique quand on y pense. Carrément. Alors, comment on passe de ce symbole, disons, ambivalent, à Mussolini au XXe siècle? C'est lui la clé, j'imagine. Tout à fait, Benito Mussolini. Son idée, c'était de créer un faisceau humain, rassembler les Italiens sous une autorité unique, très forte. On va essayer de comprendre son parcours. Assez sinueux d'ailleurs. Assez rebelle même. Il devient instituteur, mais bon, c'est pas vraiment ça. Son père était socialiste, ça l'a marqué. Et il cherche sa voie, c'est ça? Voilà. Petit boulot. Il a même une histoire un peu scandaleuse, une liaison. Puis il part en Suisse. Un peu pour échapper au service militaire aussi. Ah, d'accord. Et c'est en Suisse qu'il se politise vraiment. Exactement. Il se plonge dans les idées révolutionnaires, lit Nietzsche, s'engage dans le mouvement ouvrier. Il se radicalise, quoi. Et quand il rentre en Italie? Il devient une figure du socialisme. Un orateur puissant, très radical. Vers 1912-1914, il est même rédacteur en chef du journal socialiste Avanti. Il est contre les réformistes, contre tout compromis avec l'État bourgeois. Impressionnant. Mais alors, le grand virage arrive quand? Qu'est-ce qui le fait basculer? C'est la Première Guerre mondiale. Le tournant majeur. Au début, il est neutraliste, comme le parti, mais très vite, fin 1914, revirement complet. Il se met à défendre l'intervention de l'Italie dans la guerre. Et ça ne passe pas au Parti socialiste. Ah non, rupture totale. Il est exclu. Dans la foulée, il fonde son propre journal, Il Popolo d'Italia. Et là, le ton change radicalement. C'est ultranationaliste. Pourquoi ce changement? Il n'y croit plus au socialisme? Il pense que le socialisme international a montré ses limites. Et surtout, il voit la guerre comme une opportunité, une chance pour l'Italie de s'affirmer, de se forger une identité nationale forte. Il mise beaucoup sur les anciens combattants. Les fameux anciens combattants, souvent déçus après la guerre, la victoire mutilée. Exactement. L'Italie n'a pas obtenu tout ce qu'elle espérait à Versailles. Et le pays est en pleine crise après-guerre. 2 millions de chômeurs, une agitation sociale énorme, le Biennio Rosso, les 2 années rouges 1919-1920, grève, occupation d'usines. Un terrain idéal pour lui finalement. Oui, l'État libéral semble dépassé. C'est là, en mars 1919, qu'il crée les faisceaux italiens de combat. Mais vous disiez que ça ne prend pas tout de suite. Électoralement, c'est un flop au début. Oui, un échec cuisant en novembre 1919. Alors il ajuste sa stratégie. Fini la rhétorique un peu de gauche, il se positionne clairement à droite. Le rempart contre le communisme, contre le désordre. Malin. Et il se dote d'une force de frappe? C'est ça. Les squadristi, les chemises noires, à partir de 1920, des milices très violentes. Ils attaquent les syndicats, brisent les grèves, s'en prennent aux socialistes, et ça marche. Comment ça marche bien? Ils gagnent le soutien des industriels, des propriétaires terriens qui ont peur de la révolution. La police laisse souvent faire. Le mouvement grossit très très vite. La violence paie, politiquement. Malheureusement, oui. En mai 1921, ils ont déjà 35 députés fascistes au Parlement. Mussolini crée alors le Parti national fasciste en novembre. Puis vient le coup de force. La marche sur Rome en octobre 1922. C'est un vrai coup d'État. Pas tout à fait un coup d'État classique, mais une énorme pression. Ils occupent des points stratégiques. Le roi, Victor Emmanuel III, a peur d'une guerre civile. Il refuse de signer l'état de siège que lui propose son Premier ministre. Et il nomme Mussolini à la place. Incroyable. Et une fois Premier ministre, il installe la dictature. Progressivement, mais méthodiquement. D'abord, il crée une milice officielle, qui est en fait l'armée du parti. Puis, il fait passer la loi Acerbo, une loi électorale qui donne une prime énorme aux partis arrivés en tête. Ce qui assure leur victoire écrasante aux élections de 1924. Exactement. Mais des élections marquées par la violence, l'intimidation. Et c'est là qu'arrive l'affaire Mazzorotti. Ah oui, le député socialiste assassiné.
Ça a dû secouer le régime, hein. Énormément. Giacomo Matteotti dénonce les fraudes à la tribune. Il est enlevé, tué en juin 1924. C'est une crise majeure. L'opposition est indignée, quitte le Parlement, la sécession aventinienne. Mussolini est vraiment fragilisé. Mais il s'en sort. Oui, grâce au soutien du roi, encore une fois, et aux divisions de l'opposition. Et là, il fait un coup politique terrible. C'est-à-dire? En janvier 1925, il fait un discours célèbre où il assume tout. Il dit en substance « Si le fascisme est une association de malfaiteurs, alors j'en suis le chef ». C'est la rupture assumée. Le basculement définitif vers la dictature. Voilà, entre 1925 et 1926, c'est l'adoption des lois fascistissimes, fin des libertés, parti unique, syndicats fascistes obligatoires, interdiction du droit de grève, contrôle de la presse, police politique secrète l'OVRA, un tribunal spécial. La totale. Encadrement complet de la société. Et les lois raciales arrivent plus tard. Oui, en 1938. L'alignement sur l'Allemagne nazie se précise. Ce qui mène à l'alliance avec Hitler et l'entrée en guerre en 1940. Une catastrophe pour l'Italie. Une catastrophe annoncée. L'armée n'est pas prête. Les défaites s'accumulent en France, en Afrique du Nord, en Grèce. Le mécontentement grandit, même dans les rangs fascistes. Jusqu'au débarquement allié en Sicile en juillet 1943. C'est coup de grâce, le Grand Conseil fasciste, l'organe suprême du parti, se retourne contre Mussolini et vote sa destitution. Le roi le fait arrêter immédiatement après. Mais il revient brièvement. Oui, les Allemands le libèrent lors d'une opération spectaculaire. Ils l'installent à la tête d'un État fantoche dans le nord de l'Italie, la République de Salo, mais il n'est plus qu'une marionnette. La répression y est féroce d'ailleurs. Et la fin est tragique. Capturé par des partisans italiens en avril 1945, alors qu'il essaye de fuir en Suisse avec sa maîtresse, Clara Petacci, ils sont exécutés et leur corps exposé à Milan. Quel parcours! Du socialiste enflammé au dictateur nationaliste, balayé par la guerre qu'il a voulu. Ce faisceau, symbole d'unité au départ, est vraiment devenu celui de l'oppression la plus brutale. C'est une illustration assez glaçante de la façon dont les idéaux peuvent être totalement retournés au service d'une ambition personnelle et d'un nationalisme exacerbé, surtout dans un contexte de crise profonde. Et ça nous laisse avec une question, peut-être, hein. Jusqu'où peut aller le renoncement aux libertés quand la promesse d'ordre, même autoritaire, se fait entendre? Une question qui reste pertinente, malheureusement.